God's Word Express. Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une source assez unique, la transcription d'un sermon. Oui, et pas n'importe lequel, celui du pasteur Komaik Kawinakrati de l'église New Wine International. C'est ça. Et le thème est vraiment universel, accepter nos limites. Mais ce qui est intriguant, c'est l'angle qu'il prend. C'est très, très moderne, surtout pour parler du mariage. Exactement. C'est ça qui rend son approche fascinante. On n'est pas du tout dans une analyse théologique classique. En fait, il utilise des analogies hyper contemporaines, presque tech, pour parler de relations. Et de spiritualité. Et de spiritualité, oui. Du coup, notre mission, c'est un peu de décortiquer cette mécanique, de voir comment il passe d'un sujet à l'autre et quel est le message de fond. C'est ça. Et d'ailleurs, pour commencer, il ne part pas d'un verset biblique. Il part de... Ces téléphones portables. Ah oui, il en a 3. Alors, ok, décortiquons ça, parce que c'est un point de départ pour le moins inattendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Il nous plonge direct dans son quotidien. Alors, le premier, c'est un iPhone. Pour lui, c'est l'outil de travail parfait. La sécurité, la synchro des notes, c'est impeccable. D'accord. Mais, c'est ça qui est drôle, il lui trouve un défaut. Il dit que les photos sont trop réalistes. Trop réaliste, Voilà. c'est-à-dire... Il dit qu'on voit tout. Les rides, les pores de la peau, sans aucun filtre. C'est l'honnêteté brutale de la haute définition, quoi. La vérité qui dérange, capturée par Apple, j'adore. Et les deux autres, alors? Ils servent à compenser cette franchise? Un peu, oui. Le deuxième, c'est un Samsung. Pour lui, c'est le couteau suisse, mais pour des besoins très spécifiques. Genre, Il parle de Samsung Dex, une fonction qui lui permet de brancher son téléphone sur des lunettes pour regarder des films dans l'avion, ou encore le stylet, qu'il adore pour traduire des pages web à la volée. pratique. Très. Mais côté photo, il n'est pas convaincu. Ça ne lui convient pas. Donc on a le pro, le gadget, il manque le photographe. Et c'est là qu'arrive le troisième Sisu. Un Vivo X100, une marque chinoise. Et là, d'après le sermon, c'est le top du top pour la photo. Il parle d'un partenariat avec Zeiss, la grande marque d'optique. Les clichés sont magnifiques. Mais il y a un mais, j'imaginais. Il y a un énorme mais. Le téléphone, en tant que téléphone chinois, ne lui envoie quasiment aucune notification. Pas de Messenger, pas de WhatsApp. Rien. Ah oui, quand même. Du coup, il le décrit avec humour comme un appareil photo qui peut aussi téléphoner un peu. D'accord. On a 3 appareils, chacun excellent dans son domaine, mais avec de gros défauts. Je suppose que le but n'est pas de nous faire une revue tech. Pas du tout. Quel est le véritable enjeu, alors, de cette longue introduction? C'est une technique rhétorique en fait très habile. Il part d'un problème qu'on connaît tous, un truc presque trivial. Choisir un téléphone. Voilà, un sujet sans enjeu. Et en nous faisant acquiescer, en nous faisant dire oui, c'est vrai, aucun téléphone n'est parfait, il nous prépare à accepter la même logique pour un sujet bien plus complexe. Le mariage. Le mariage. C'est un glissement, tu vois, du concret vers l'abstrait qui est très efficace. Sa conclusion, c'est j'ai besoin des trois parce que j'ai accepté les limites de chacun pour profiter de leur force. Et ça, c'est la clé de tout le sermon. Attends, donc il fait vraiment le lien direct entre les bugs d'un téléphone et les défauts de son conjoint. Directement. C'est osé. C'est là, j'imagine, que le sermon bascule vraiment dans l'intime. C'est tout à fait ça. Et il n'y va pas par 4 chemins. Il utilise cette métaphore pour dire que nos attentes dans le couple sont souvent aussi irréalistes que de vouloir un téléphone qui ferait tout parfaitement. Et il donne des exemples. Oui, des exemples très, très parlants, les petites choses du quotidien qui créent des frictions. Il parle du mari qui ne ramasse jamais son short ou de la femme d'aujourd'hui qui, contrairement à sa grand-mère, ne voit plus la cuisine comme une obligation. Elle préfère commander à manger. Ce qui est souvent plus économique, d'ailleurs. Il le note. Il le note, oui. Et ce sont ces micro-frustrations, ces attentes déçues que l'autre soit parfait, qui peuvent faire exploser une relation. C'est le cœur de l'argument. Précisément. La plupart des conflits naissent de cette quête de l'impossible. On veut un partenaire qui soit un super gestionnaire, un amant passionné, un parent modèle, un cordon bleu, et sans aucun défaut. L'analogie avec les téléphones, elle sert juste à montrer l'absurdité de cette attente. Et il ne s'arrête pas à la tech. Il va chercher un autre exemple dans la culture pop. Oui, pour enfoncer le clou, le film As Good As It Gets, Pour le pire et pour le meilleur chez nous. un classique. Un exemple parfaitement choisi. Pour rappel, le personnage de Jack Nicholson est, objectivement, insupportable. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Impoli, obsessionnel, Plein de préjugés. et pourtant, le personnage d'Ella Nante tombe amoureuse de lui. Elle est exaspérée en permanence, mais elle finit par dire une phrase magnifique. Elle réalise qu'elle ne trouvera jamais quelqu'un qui l'aime de manière plus sincère. C'est un message très fort. Très. Et le sermon en tire cette conclusion, la vraie connexion, elle n'est pas dans la perfection.
Elle est dans l'acceptation profonde de l'autre, avec toutes ses failles. D'accord. Le décor est planté, accepter l'imperfection, mais ensuite la source indique qu'il change complètement de registre. Il abandonne la tech et le cinéma pour une métaphore bien plus ancienne. Oui, il passe à un cadre plus spirituel, mais en gardant la même approche pragmatique. Il prend l'image biblique du corps humain et de ses organes. Et il en tire des leçons pour le couple. 3 leçons très concrètes. La première, c'est que les organes sont faits pour s'entraider, Comment est-ce qu'il illustre ça? avec des questions d'une simplicité désarmante. Est-ce qu'une main peut se gratter toute seule? Bah non, il lui faut l'autre main. Les sourcils protègent les yeux de la sueur. Chaque partie sert l'ensemble. Et l'application au mariage est directe. Direct. Le but n'est pas d'exiger que l'autre réponde à tes besoins. Le but, c'est de chercher activement comment tu peux aider l'autre. C'est un changement de perspective total, du «je veux» au «comment puis-je t'aider». Et il ancre ça dans sa propre vie, c'est ça qui rend le propos si incarné. Tout à fait. Il raconte 2 anecdotes assez savoureuses. La première, c'est le fiasco du dîner romantique. Ah, ça m'intéresse. Au début de leur mariage, il veut jouer la carte Hollywood. Il emmène sa femme dans un resto français chic pour une fondue, lumière tamisée, vin, fromage, le cliché parfait. Sauf que, Sauf qu'à la fin, ils ont encore faim, ils terminent dans un petit boui-boui de rue à manger un simple poulet-riz, et c'est là qu'ils sont vraiment heureux. la leçon, c'est d'arrêter de courir après des idéaux de magazine. Et de se concentrer sur les vrais besoins de l'autre. La deuxième histoire, c'est celle du shopping, un grand classique. Il oppose le mari débutant qui suit sa femme d'un air misérable, Au mari expérimenté. qui lui dit simplement « Chérie, prends ton temps, appelle-moi quand tu as fini ». L'idée, c'est que l'entraide, ce n'est pas forcément faire ensemble. Ça peut être de laisser l'autre faire tranquillement. C'est une forme de service, en fait. Exactement. Cette idée d'entraide est puissante. Mais le sermon ne s'arrête pas à l'action. Il explore aussi la dimension plus émotionnelle du soutien. L'idée d'être un refuge. Tu mets le doigt sur la deuxième leçon de la métaphore du corps. Les organes servent de refuge les uns pour les autres. Et là, il raconte une histoire vraiment touchante. Je t'écoute. Une mère demande à son fils quel est l'organe le plus important du corps. Le garçon essaye tout un tas de trucs. Le cœur, parce qu'il pompe le sang, le cerveau, parce qu'il pense, et à chaque fois, la mère dit non. Et la réponse est L'épaule. l'épaule. C'est contre-intuitif. Je n'aurais jamais pensé à ça. Et c'est justement ça le point. Il déplace l'idée d'importance de la fonction vitale à la fonction relationnelle. La mère explique que quand son mari a perdu sa propre mère, il était anéanti. Et c'est sur son épaule, à elle, qu'il a pu s'appuyer pour pleurer. Waouh. La conclusion est fascinante. L'organe le plus important, ce n'est pas le plus fort, mais celui qui offre un abri à un autre dans sa vulnérabilité. Appliquer au couple, ça change tout. Ça veut dire que parfois, le plus grand service qu'on puisse rendre, ce n'est pas de faire quelque chose, mais simplement d'être là. Exactement. Le sermon prend l'exemple, encore une fois très concret, de la femme qui rentre d'une longue journée et qui a besoin de tout raconter, absolument tout. Le sandwich qu'elle a mangé, la marque du jambon, Voilà, le premier réflexe du mari serait de dire « pitié, pas maintenant ». Mais son rôle, d'après cette logique, c'est d'être cette épaule, d'écouter, d'être un refuge pour qu'elle puisse vider son sac. mais être un refuge implique une grande proximité. Et la proximité, c'est aussi là que naissent les frictions, non? C'est inévitable. Et c'est la troisième et dernière leçon de cette analogie. Les organes proches finissent par entrer en conflit. L'image qu'il utilise est universelle, je crois. Oui, se mordre la lèvre ou l'intérieur de la joue en mangeant. Ça arrive. C'est un accident dû à la proximité. Mais il demande que se passe-t-il juste après. La langue vient apaiser la blessure. Instinctivement. Le message, c'est donc que le conflit n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Il dit qu'un couple qui prétend ne jamais se disputer est un couple qui ment. La friction est normale. Voilà. Mais l'enjeu n'est pas de savoir qui a raison ou tort, ce qui mène aux guerres. L'enjeu, c'est d'agir comme la langue j'écart. Apaiser la blessure le plus vite possible, par le pardon. Jusqu'ici, les conseils sont quasi universels, on pourrait les trouver dans un livre de développement personnel. Mais la source indique qu'à ce moment précis, le sermon pivote. C'est le tournant majeur. Après avoir identifié les problèmes humains, l'imperfection, les conflits, il pose une nouvelle question. Et s'il y avait un problème encore plus profond derrière tout ça? Et c'est là qu'il introduit les concepts de péché et de karma. Oui, pour présenter la foi chrétienne comme la solution ultime. Il le fait encore une fois avec une histoire personnelle, celle de sa belle-mère. Qui était très malade, c'est ça? Oui, et avant sa conversion, elle multipliait les bonnes actions, les rituels pour tenter de compenser ce qu'elle percevait comme un mauvais karma, sans succès.
Il raconte même sa propre expérience d'ado quand il s'est blessé et a été persuadé que c'était une punition pour avoir écrasé des fourmis. C'est l'idée d'un poids qu'on doit porter et racheter soi-même. Comment la solution chrétienne est-elle présentée en opposition à ça? Il la présente comme une idée radicalement différente. Il la qualifie même de croyance la plus étrange au monde. Carrément. D'autres, Jésus, est venu prendre ce karma, ces péchés, sur lui. C'est une offre de libération. Total. Qui ne dépend plus de nos efforts, mais qui repose sur un sacrifice extérieur. Le pardon n'est plus quelque chose à mériter, mais quelque chose à recevoir. On voit très clairement la structure argumentative maintenant. Partir d'un téléphone, passer au défaut du conjoint, proposer des stratégies relationnelles pour finalement présenter la foi comme la solution à la racine même de l'imperfection. C'est une construction en entonnoir, très efficace. Et la conclusion vient verrouiller cette invitation. Il promet une vie transformée, il évoque des témoignages, il lance même une observation assez audacieuse. Sur les pays les plus heureux du monde. Oui, il affirme qu'ils ont tous une croix sur leur drapeau. Et l'appel final est très ancré dans notre époque. Il ne dit pas « venez à l'église », il dit « ouvrez YouTube et tapez « qui est Jésus ». C'est un parcours vraiment fascinant. Partir d'un dilemme technologique très contemporain pour aboutir à l'une des questions les plus anciennes. Et ça laisse avec une pensée pour la suite, je trouve. Laquelle ? À quelle fréquence est-ce qu'on aborde nos problèmes relationnels, nos angoisses existentielles, de la même manière qu'on choisit un téléphone? On cherche la mise à jour, le bon appareil, le partenaire sans défaut, la solution simple qui va tout régler. Alors que la suggestion ici, c'est que la réponse n'est peut-être pas dans une optimisation, mais dans un changement complet de paradigme. Accepter l'imperfection comme une donnée de base et chercher le secours dans une source radicalement différente.